Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. Un tribunal qui s'intéresse aujourd'hui aux élections en Afrique subsaharienne, les processus électoraux notamment, et puis les crises sécuritaires qui sévissent dans un certain nombre de pays. Un séminaire sous-régional se tient d'ailleurs actuellement sur cette question à Ouagadougou. Nous attendons d'un moment à l'autre un invité sur cette question, mais avant, bonjour aux deux juges du tribunal qui siègent pour cette dernière audience de la semaine. Juge Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour Président, bonjour juge Younoussa Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Vara, bonjour. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, une fois de plus, et bonjour à toutes. Le tribunal de l'actualité, c'est maintenant, qui commence tout d'abord avec les avant-propos des juges. C'est les avant-propos des juges. La séquence commence par le juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. C'est vrai que c'est la journée de lutte anticorruption aujourd'hui, mais pour moi, il y a un dossier aussi en la matière qui est quand même emblématique. C'est le dossier Ousmane Guiro, du nom de l'ancien directeur général des douanes, chez qui, si ma mémoire est bonne, en 2012, on avait trouvé un peu moins de 2 milliards de francs CFA, en tout cas lui appartenant, pas chez lui à la maison mais quelque part en tout cas, mais lui appartenant. Et puis ça choquait plus d'un, parce que dans un pays où on sait comment c'est difficile d'avoir même un repas, quand on a un fonctionnaire qui peut faire de la thésaurisation avec des sommes qu'il oublie quelque part avec des montants pareils, on se dit bon, oula, on n'est pas dans le même pays. Il faut bien justifier comment est-ce que vous pouvez avoir par devers vous ce type de sommes-là. Maintenant, il y a que devrait encore passer devant le tribunal. Et il y a eu un report justement parce que la partie civile n'a même pas été informée en tout cas c'est ce qu'elle dit, n'avoir pas été informée de la tenue même du procès. Et donc ça a été renvoyé. Une première fois, il y a eu un renvoi pour un certain nombre d'éléments. Je pense que c'est la non-disponibilité de la cantine. Et ce qui est intéressant ce matin, au mot à dire, avec David Nana, on avait Sagado Nakanabo, le secrétaire exécutif du RENLAC, qui est partie civile dans l'affaire, qui donnait un certain nombre d'éléments, qui a bien confirmé qu'ils n'avaient reçu aucune notification. Et ils étaient même surpris que l'affaire était convoquée. Et ça, c'est surprenant quand même. Comment est-ce que pour une affaire aussi emblématique, bon, on a l'impression qu'on ne fasse pas plus d'efforts, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir le clair mot de tout ça. Donc, ça élève facilement et très vite des suspicions. Alors que je pense que je ne parlerai pas de donner l'exemple, parce que c'est sûr que ceux du domaine de la justice diront toutes les affaires se valent. Mais je crois qu'il y a des affaires symboles. Et sur l'affaire Guiro, je pense qu'on était allé jusqu'à la cassation, non ? En tout cas, l'affaire avait été déjà trimballée devant les tribunaux. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de regarder encore dedans, parce que l'ère, elle est différente. Donc, on sait comment ça fonctionne aussi, même si on parle des dépendants de la justice. Bon, pour beaucoup, c'est le moment aussi de regarder, et très bien regarder dans un certain nombre de dossiers, où certains, en tout cas, selon certaines perceptions, se retrouvaient d'une façon ou d'une autre un peu plus protégés. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, l'ère, elle est bien. Le contexte, il est bien meilleur pour avoir le clair mot sur un certain nombre de dossiers. Donc, je pense que les Burkinabés attendent de savoir, les Burkinabés veulent savoir ce qui se passe. Donc, quand il y a des petits détails comme ça, qui sont de l'ordre de couac, en tout cas, c'est à ne rien comprendre. J'ai dit c'est la journée, c'était le moment peut-être d'avoir ce genre de symbole-là qui soit donné, mais on attend de voir et on suit l'affaire. Il faut attendre donc de voir, juge Younoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci Président. Hier, j'évoquais ici en avant-propos le fait que nous ayons 2 nouvelles bases aériennes qui s'est créées à Kaya et à Fada. On a félicité ceux qui ont pris cette décision en indiquant que cela allait contribuer justement à faciliter le maillage du territoire en termes de sécurité, que ça allait permettre justement de projeter les hommes dès qu'il y a attaque.
Mais au-delà de ça, je voudrais interpeller. Je sais que les acteurs qui ont pris cette décision ont certainement réfléchi à la question, mais insister sur le fait que il faut l'ensemble des mesures d'accompagnement pour que cette base soit surtout fonctionnelle, mais qu'on ne soit pas surpris un beau matin d'entendre que des terroristes ont pris un hélicoptère ou quelque chose de ce genre. Ça va être un gros coup. Et donc, je voudrais ici interpeller et insister auprès des autorités sur le fait que oui, c'est très bon de créer une base aérienne, mais il faut créer toutes les conditions, je dis bien toutes les conditions, pour qu'un jour on n'ait pas à perdre un hélicoptère ou un avion de guerre. Je le dis d'autant plus que ce genre des décisions impliquent que nous ayons beaucoup de mécaniciens sur place pour faire la maintenance des hélicoptères et des avions dès qu'ils reviennent des vols. Ça implique une sécurisation extrêmement importante pour éviter justement que des gens ne s'en prennent à ces bases-là. Et ça implique que nous ayons des pilotes, ça implique qu'il y ait suffisamment de kérosène pour ne pas que ce soit des hélicoptères ou des avions posés et qui manquent du nécessaire. Et je le dis et j'insiste d'autant plus qu'on a souvent vécu ce genre de situation où malgré que les bases de Ouaga et de Bobo sont vieilles de plusieurs années, il y a eu des moments où il n'y avait pas d'hélicoptère ou d'avion disponible pour aller au moment où les hommes sur le terrain en avaient besoin. Et donc, oui, c'est bien de créer les bases aériennes, mais il faut surtout travailler à réunir les conditions nécessaires, surtout pour pouvoir donc protéger ces outils de travail qui coûtent extrêmement cher, afin donc que ça ne tombe pas dans la main de l'ennemi. Afin que cela ne tombe pas entre les mains, en tout cas de l'ennemi, nous dit le juge Inoussa Ouedraogo, qui met un terme à la séquence des avant-propos de cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité. Une émission que vous suivez d'ailleurs sur Tri TV en modulation ou en simultané avec Radio Watt FM. Radio Watt FM que vous pouvez écouter sur 100.7 en modulation de fréquence. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Le juge Vara en faisait état dans son avant-propos tout à l'heure et nous pouvons ouvrir cette audience donc avec les regards des deux juges sur cette journée et sur ce phénomène qui sévit encore dangereusement dans nos pays et principalement au Burkina Faso. Oui, merci Président. Et on sait qu'en même temps, il y a le RENLAC qui a sa semaine consacrée à cette lutte-là, ce qui est très intéressant, et son rapport qui est sorti. Et lequel rapport a mis en première place encore la police municipale. Et bon, il y a de nouveaux venus avec, je pense que c'est le secondaire, non ? Concernant l'enseignement, ça a surpris beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire que la corruption a toujours la peau dure dans notre pays. Maintenant, en même temps qu'il faut regarder les institutions et autres, mais il faut regarder le Burkinabé lui-même de façon générale, donc interroger la société sur ce qu'est devenu l'intégrité qui est collée au Burkina, pays des hommes intègres. Est-ce qu'on l'est encore, est-ce qu'on le transpire encore? Il y a beaucoup de Burkinabés qui continuent d'être intègres. Mais est-ce que c'est le Burkinabé dans sa majorité aujourd'hui? C'est ça la question. Et c'est pour ça que ces moments-là nous permettent un genre d'introspection, mais aussi un genre de rappel pour dire attention, si on s'amuse, il y a des valeurs qu'on va perdre. Et d'autant plus qu'on est dans un contexte qui est particulier et difficile, c'est celui de la sécurité. Quelquefois, si vous n'y prenez garde, c'est-à-dire les petites largesses que vous vous permettez, ça peut être une contribution même au terrorisme sans s'en rendre compte. On a vu par exemple la question du carburant, comment c'était délicat et comment par après, pour l'indiscipline de certains ou pour d'autres, l'appât du gain facile, se sont permis à ce qu'on ait des détournements de camions-citernes. C'est des éléments qui ne sont pas bons, c'est des éléments qui ne sont pas intéressants. Et tant qu'on n'est pas sur certaines valeurs, s'égarer un peu pourrait servir l'ennemi. Donc il faut faire vraiment attention. Et c'est bon qu'on ait des rapports comme ceux du RENLAC qui partagent la perception. C'est toujours ça aussi. C'est la perception des Burkinabés relativement à ce phénomène-là. Et puis pour les institutions qui sont épinglées ou bien qui sont pointées du doigt,
de ne pas le prendre mal, mais plutôt de s'interroger où sont les niches. Où dans notre quotidien ou dans le service que nous offrons à nos usagers, où se trouve la niche où il est le plus facile de corrompre ou d'être corrompu. Et là, vous essayez d'y apporter des solutions. On avait reçu Paul Sondo ici, qui était directeur général de la police nationale. En tout cas, sa police trônait dans les 5 premiers ou 10 premiers à chaque fois. Quand il a appris ce qu'il en était, il a pris un rapport. La bonne démarche qui a été la sienne, c'était de rencontrer le RENAC et puis d'avoir plus de détails et voir comment est-ce qu'il peut apporter quelque chose. Et effectivement, l'année d'après, ils sont redescendus, comme pour dire qu'il y a eu une amélioration. Je pense que c'est plutôt l'attitude que les structures concernées, les structures pointées du doigt, devraient avoir. Non de se dire, c'est parce que c'est nous qu'on parle. Non. Si les populations ont la perception que vous êtes le donneur de service le plus corrompu, posez-vous d'abord la question. Parce que quand tout le monde s'interroge sur quelque chose, c'est difficile que ce soit vous qui ayez raison. Il faut avoir l'humilité de se remettre en cause. Et je pense que moi, c'est important. Se remettre donc en cause, juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre regard sur cette journée au moment justement où on constate que le phénomène ne recule pas, aussi bien au Burkina que dans d'autres pays? Effectivement, le phénomène continue à avoir la peau dure dans notre pays. Pour un pays qui s'appelle pays des hommes intègres, il y a de quoi s'interroger et surtout s'inquiéter sur le pourquoi de cette corruption rampante dans notre pays. On en parle depuis plusieurs années, on dénonce des faits, mais ça continue. Ça continue et tout le monde semble se complaire là-dedans maintenant. Parce que s'il y a de la corruption, c'est parce qu'aussi il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. Et donc chaque acteur doit pouvoir s'interroger, chaque parent doit pouvoir s'interroger, parce que quand quelqu'un n'est pas droit dehors, ça veut dire que ça a commencé à la maison. Donc il faut interroger notre éducation, la manière dont nous éduquons nos enfants. Il faut interroger le système éducatif. Il faut interroger la justice. Il faut interroger l'ensemble de la société dans ces différents segments. Et surtout réfléchir aux solutions. Parce que pendant longtemps, on a décrié les conséquences de la corruption, mais on s'interroge peut-être très peu sur le pourquoi de la corruption. Peut-être que si on commence à se poser ces questions-là, évidemment, on pourrait trouver donc des débuts de solutions concrètes. Et pour moi, l'une des raisons pour lesquelles aussi cette corruption perdure, c'est parce qu'il y a l'impunité. Dans ce pays-là, j'ai rarement vu, très rarement vu alors, des responsables, des gens être arrêtés et punis conformément à ce que dit la loi, parce qu'ils ont été corrompus ou parce qu'ils ont corrompu eux-mêmes. Mais quand c'est comme ça, quand il y a un sentiment d'impunité, au contraire, c'est ceux qui refusent la corruption qui paraissent aux yeux des gens comme des idiots, comme des imbéciles, comme des gens qui n'ont rien compris à la vie. Puisqu'il y a des gens qui détournent, qui corrompent, et qui construisent des bunkers, et qui vivent une vie de pacha parmi des misérables, alors c'est à ne rien comprendre. Et je dis que ceux qui font des détournements sont autant dangereux que ceux qui commettent des crimes de sang. Parce que celui qui commet le crime de sang, oui, ça passe souvent, c'est une personne, deux personnes qui l'a tué. Mais celui qui détourne l'argent qui est destiné à construire un hôpital, mais il tue sans se rendre compte plusieurs centaines de personnes. Et donc, il faut aussi que nous apprenions à punir sévèrement ceux qui commettent ce genre d'actes-là, tout en continuant à éduquer depuis la base nos enfants, afin donc qu'ils détournent le regard de tout ce qui paraît illicite, de tout ce qui va dans le sens de la corruption, et on parviendra progressivement à redresser notre société. Il faut travailler à redresser notre société et toutes les voies sont appelées au secours pour y arriver. C'est la 5e et la dernière audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité. Je vous l'annonçais en début d'émission, nous parlerons des élections, des processus électoraux notamment, et de la crise sécuritaire qui sévit dans un bon nombre de pays en Afrique subsaharienne.
Notre convoqué du jour s'appelle Abdoul Karim Sango. Il est président du Parti pour la Renaissance nationale Para. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre convocation. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Juge. Désolé de venir maintenant avec, j'allais dire beaucoup de retard, plus léger retard. Vous savez, je sacrifie, j'ai beaucoup de plaisir à déposer ma petite fille au jardin, et pour rien au monde, je ne souhaite bouder un peu ce plaisir parce que je ne suis pas toujours disponible. Voilà. Alors, l'essentiel est que vous soyez là et qu'on puisse en parler. Pour ouvrir donc les échanges avec notre convoqué, peut-être que je demanderai au juge une question chacun de généralité pour lancer les débats. Juge Geoffroy. Bon, question de généralité. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de partis politiques ici. Concernant la période de la transition, certains ont l'impression que l'acteur politique dans cette transition est mis de côté. Est-ce que c'est une impression que vous avez? Pas tout à fait. Je comprends qu'il y ait de la gêne pour un homme politique. Parce que comme je le répète, la situation dans laquelle on est, hélas, nous en avons une grande responsabilité. Donc quand c'est comme ça quand même, vous êtes obligé un peu de faire profil bas. Et vous savez très bien que l'activité politique n'est possible véritablement que dans un système constitutionnel. Ça ne fait pas toujours bon ménage avec la présence des militaires au pouvoir. Mais après, je pense que lorsque on dépasse cette idée de grande responsabilité, donc qui vous pousse à une sorte de remise en cause, bon, après, on comprend quand même que nous ne sommes pas les seuls responsables de cela. Et que comme nous y avons contribué, il faut qu'on contribue par des propositions, par des idées, à accompagner le processus. Donc moi je n'ai pas le sentiment. Je vois il y a des réunions, bon, on associe les acteurs politiques, même si bon, j'ai jamais eu la chance, à titre personnel, d'y prendre part parce que je suis occupé sans doute à autre chose. Je crois qu'il appartient aux partis politiques, dans la limite de ce qui, évidemment, ne peut pas constituer une sorte d'entrave à la bonne marche. Je crois que c'est ça. Je crois que ce que les autorités ont surtout déconseillé, c'est ce qu'ils ont appelé une sorte d'activisme politique, les jamboris politiques, les meetings, les quoi, bon, c'est pas de ça qu'on parle. Là, c'est des idées qu'il faut proposer. Et de ce point de vue, par exemple, le parent, c'est ce que nous nous évertuons à faire. C'est pour ça d'ailleurs que bon, nous, on est légèrement... Moi, je suis déjà passé plusieurs fois sur votre plateau. On a discuté de ces questions. Et quand on dit que tout le monde est responsable, bon... Souvent c'est gênant, mais c'est pas grave. On dit que c'est une seule âne qui a mangé la farine, et puis bon, tout de suite on vient, on bat tout le monde. Mais nous avons fait des propositions claires et nettes. Il y a des partis politiques qui ont fait des propositions claires et nettes. Donc je crois que tout ça, apparemment, a commencé à être intégré dans la démarche, en tout cas de l'actuelle transition. Voilà. Je vois, on multiplie, j'écoutais tout à l'heure les bases, je suis d'accord avec les réserves de... Mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, pour intervenir à Dori, dans le Sahel par exemple, l'avion doit quitter Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Mais après, je ne suis pas un spécialiste. C'est ce que je dis. Chacun a son travail. Moi, je suis un juriste, je suis un constitutionnaliste. J'avance de façon mesurée. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que la trajectoire qui est en train d'être prise, à partir des premiers résultats qu'on entend, ça peut nous rassurer. Que bon, comme l'avait dit le capitaine Traoré lui-même, il avait dit que le délai de la CEDEAO, là même que c'est trop long. Je l'avais entendu dire que le dispositif organisationnel auquel il pense là, si c'est mis en œuvre, je crois que dans 6 mois, on devrait voir des choses plus claires. En tout cas, moi, mon délai de grâce, c'est 6 mois, pas ces 3 mois.
comme certains politiciens commencent à en parler. Non. Je donne 6 mois. 6 mois. C'est un délai raisonnable, comme on dit, pour voir vraiment ce que ça va donner sur le terrain. Je suis optimiste. Donc, premier bilan d'étape dans 6 mois. Juge Inoussa Ouedraogo, une petite question de généralité, rapidement. Oui, ces derniers jours, on a vu quand même des Burkinabés sur les médias sociaux assez violents vis-à-vis de certaines personnes, dont notre confrère Newton Ahmed Bari. Vous avez certainement suivi les débats. On a vu que jusque-là, l'intéressé n'a pas été entendu de ce que nous avons comme information. On peut se tromper. Nous avons entendu dire également que la police a essayé de l'arrêter, mais n'a pas pu le faire. Est-ce que nous sommes en train de glisser dangereusement vers une sorte de non-État, vers une sorte d'État failli? Est-ce que vous avez ce sentiment? Non, en fait, en vérité, vous êtes un peu gentil. C'est-à-dire qu'on n'avance pas. Nous sommes dans l'état failli, au sens constitutionnel du terme. Ce qui peut justifier ce type d'attitude. Il est clair que beaucoup de Burkinabés, beaucoup d'Africains, y compris moi, nous avons des éléments de frustration quant à la conduite des choses dans ce monde, quant au traitement de l'information sur certains médias. Moi-même, ma solution elle est simple là. Je n'écoute même pas. Moi je parle dit de couper ou quoi, je n'écoute pas. Il y a eu des périodes, ma famille peut vous le dire. 3 mois, je n'écoute pas des médias, je ne vais pas les citer ici. Parce que bon, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. On a tous été à l'école. On connaît le béaba de ceci ou cela. Quand il s'agit... Ça, c'est un problème. Mais la faute à qui? Moi, je vous le dis. La faute incombe premièrement aux gouvernants africains. Pourquoi les gens sont sur ces médias? Encore que je pense même que c'est une proportion faible. Hein? C'est la petite élite qui parle beaucoup comme moi, là. Sinon, le vrai citoyen, là, lui, c'est qui il écoute, en réalité. Mais c'est notre faute. Si nous avions investi en Afrique pour avoir des grands groupes de médias, nous ne serions pas à la remorque. Vous n'avez pas observé un phénomène? Toutes les grandes nations ont créé des médias direction Afrique. Parce que l'Afrique est l'avenir du monde. Et l'Afrique est composée largement, de façon majoritaire, de jeunes gens. Donc on veut façonner leur esprit par la culture des autres. Mais les gouvernants ne le font pas. Vous êtes des journalistes. Moi je suis un spécialiste. Mais c'est un parcours de combattant. Mais vous là, on doit vous décorer chaque année parce que je sais dans quelles conditions vous le faites. Pendant un temps de crise, depuis, le gouvernement aurait dû donner des moyens conséquents. La subvention, si elle était de 1 milliard par exemple, il fallait passer la subvention à 3, 4, 5 milliards pour permettre à nos médias d'accompagner sérieusement le gouvernement dans cette lutte. Parce que la guerre, comme on le dit, a plusieurs dimensions. Mais c'est une guerre surtout communicationnelle. Si vous aviez les moyens, si vous aviez prioritairement accès à l'information, vous savez là, le drame c'est quoi? C'est que ceux même qu'on critique, nous courons pour leur donner l'information. Nos dirigeants sont pressés d'aller parler sur ces médias. Et les journalistes là-bas les méprisent. Mais quand vous voulez les entendre pour parler à leur peuple directement, il y a un problème. Comment vous pouvez expliquer qu'un pays comme le Burkina soit actionnaire dans un journal dont je ne vais pas citer le nom ici, avec des ressources nationales, pour chercher quoi là-dedans? Voilà des problèmes que nous devons regarder sereinement. Donc moi j'invite nos compatriotes, c'est pas la peine qu'on se batte entre nous. Il y a un sage qui m'a dit un jour, quand j'étais allé le voir, lors de la crise là, un grand roi, je lui ai dit, faites tout
les gens, on ne dit pas tout, mais chacun fait sa contribution. J'ai dit, faites tout pour que nos frères soldats ne s'affrontent pas pour des histoires de pouvoir. Ça va être la fête dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi là, c'est pas entre eux. Il m'a dit, mais monsieur le ministre, il y a un proverbe du chez nous qui dit, comment la pluie peut vous battre, et vous êtes en train de vous battre aussi. Je connais Newton, c'est un ami, c'est un frère. Personne ne peut nier son combat. C'est un patriote qui aime le Burkina. Donc la menace, telle qu'elle a été exprimée, elle est quand même excessive. Il faut donc que les gens sachent de raison garder. Quel que soit, non, c'est pas lui l'ennemi. L'autre aspect, je félicite le gouvernement, parce qu'ils ont réglé la question. Mon problème dans cette décision, par exemple avec le média en question, c'est que quand même, on a rétabli la Constitution et les lois. L'idée, c'était quand même qu'il fallait laisser l'instance de régulation. Vous savez que même au Mali, je suivais un débat sur nos chaînes, les gens ont dit, non, chez eux là, c'est l'instance de régulation qui a fait le travail. Mais je souhaite, comme maintenant, le nouveau président, on s'est tous battus pour qu'il soit là. Et c'est ça. Vous parlez du Conseil supérieur de la communication. Voilà. Donc, il faut que cette instance invite les différents acteurs. En tout cas, à titre personnel, j'ai appelé le président Azir pour dire, bon, vraiment, vous avez une grande responsabilité. On assiste à une dérive dans l'espace médiatique en tant qu'instance de régulation, sans brider le média, ceux qui parlent. Il faut quand même inviter chacun à beaucoup plus de responsabilité. Donc, j'espère en tout cas que la justice suit le dossier. Et je ne peux pas terminer sans dire que le gouvernement quand même a eu une bonne réaction. La déclaration que le gouvernement a faite, on a senti là-dedans de la fermeté. Ceux qui estiment qu'ils sont des soutiens du régime, et nous tous on soutient le régime parce que nous tous on a besoin de la paix, en commençant par les partis. Les gens croient que quand on dit on veut soutenir, c'est parce qu'on veut des postes. Non, parce que nous on veut que les militaires fassent le travail proprement et rapidement pour qu'on revienne à une vie normale où chacun, dans ce qu'il connaît le mieux, et le fasse. Donc ceux qui soutiennent le régime, moi je leur conseille vraiment, il ne faut pas les fragiliser par des attitudes de ce type. On va finir sur cette note-là avec ces généralités pour aborder notre... Mais je voulais dire un mot quand même sur la corruption, si vous permettez. Comme c'est la journée quand même internationale, oui, parce que quand même c'est un vrai problème. Et je partage tout ce que vous avez dit ici. Mais je note deux choses, véritablement, à la corruption. Et c'est ce que je m'évertue à dire en tant qu'intellectuel, mais en tant que président de parti. C'est la crise des valeurs. Je pose toujours la question aux gens quand je fais la conférence. Quand tu dis que tu es un Burkinabé là, pour toi ça veut dire quoi? Être Burkinabé, c'est être porteur d'un certain nombre de valeurs. C'est pour ça que je suis d'accord que moi, je pense qu'il faut repenser le Burkinabé sur une génération. Je crois que pour ceux qui sont là, il ne faut même pas se fatiguer. Il y a d'ailleurs une auteure là qui dit ça très bien. Hannah Arendt, sur la crise de la culture. Un adulte qui est corrompu, appelons ça même voleur, parce que c'est un euphémisme là. C'est la même chose. La corruption, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas consciemment pour faire ce que tu devais faire ou tu ne devais pas faire, alors que tu n'en avais pas droit. Mais vous pouvez le changer. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'on fait des sensibilisations, on fait ceci. Non, le monsieur il sait que c'est mauvais. Vous pensez que le policier qui arrête quelqu'un, il ne sait pas qu'il ne doit pas prendre de l'argent. Mais il a décidé de prendre. Donc le premier problème, c'est de ramener la question des valeurs. Le deuxième problème, c'est les procédures. On en veut à la justice. Mais moi j'ai relu, quand je retournais à l'ENAM là, pour enseigner, j'ai consacré beaucoup d'heures à la loi sur la prévention que nous avons soutenue. Mais ce n'est pas évident de trouver les éléments pour situer les responsabilités
pénale. Or, en matière pénale, il n'y a pas de généralité. Hein. Il faut démontrer net que c'est X ou Y. Donc, il y a des éléments là. Maintenant, l'autre aspect, c'est la modernisation de l'administration. Vous savez que dans beaucoup de systèmes aujourd'hui, quand on dit 10% dans les marchés publics, tout est dématérialisé. Vous n'avez même pas la possibilité d'accéder au DAF ou quoi. Tout est dématérialisé. Si on fait ces efforts-là, par exemple, si vous partez aux impôts, vous êtes précis. Vous devez payer une taxe. Parce que vous voulez aller faire une autre course. Mais vous êtes tenté de donner de l'argent pour passer rapidement. Mais si vous pouvez vous asseoir ici, payer, il y a un terminal quelque part, vous prenez votre reçu, je crois que... Troisième problème, vous savez, dans les pays où ça marche là, c'est parce que le cash là, ça ne circule pas. Nous, on continue de transporter de l'argent dans des sacs. On dépense. Mais tout ça, ça demande beaucoup de temps. Je crois que c'est ça qui donne l'impression que, bon, malgré les efforts, ça, rien ne se fait. Mais je vois, il y a quelques procès. Hein. Peut-être que vous allez dire que c'est symbolique. J'ai vu que pour les questions de l'enseignement, là, on a condamné un proviseur, quelque part. Bon, un de mes étudiants dirait que, dit que c'est des petits poissons. Voilà, bref, voilà un peu ma lecture un peu de ce sujet très complexe. Un sujet très complexe, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Il était important d'en parler. Mais aujourd'hui, nous avons choisi d'évoquer les processus électoraux en Afrique subsaharienne, une partie de notre continent qui où sévit des crises à la fois sécuritaires et sociopolitiques. Geoffroy Vara, un séminaire se tient sur cette question-là à Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui. Oui, on a vu ceux qui s'occupent de l'organisation des élections dans nos pays qui se sont rencontrés à Ouaga. Et il y a eu le ministre de l'administration territoriale qui a lu quand même le discours du président. Et je me dis, en tant qu'acteur politique, il y a des éléments forcément qui vous parlent. La question des délais, il dit très clairement qu'il va les respecter. Il a dit 21 mois à compter de... C'était 30 octobre, non? Ça va être respecté. Lui, il va faire son job. Il dit qu'il va faire son job, celui de donner un contexte très bon pour l'organisation des élections. Et puis, il a rappelé le fait que la démocratie reste chère au peuple burkinabé et que lui aussi, il y croit. Vous, quand vous entendez ces propos, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, vous savez, je vous dis, j'avais fait un texte il y a quelque temps. Vous savez, les gens vous critiquent parce que c'est Sango qui a dit. Les gens n'aiment pas la 26% souffle. Malheureusement, moi, je suis accroché. Je suis devenu un bois sec quand il s'agit de dire la vérité. J'avais dit que le Burkina ne peut pas se payer le luxe de ce coup d'État répétitif. Mais c'est même ridicule à la face du monde au XXIe siècle. Mais il y a des situations, vous n'y pouvez rien quand ça arrive. Mais quand ça arrive là, tirez quand même les bonnes leçons pour stabiliser le pays. Mais vous-même vous êtes là. Rien ne marche pour personne. Les hommes d'affaires, les commerçants, les soucis, les projets de développement qui amènent un flux d'argent. Donc, si on est intelligent, donnons-nous la main pour sortir rapidement. Parce que, observez, très rapidement, quand nous sommes au pouvoir, les gens ont tout fait pour qu'on tombe. En profitant évidemment de nos erreurs. Ça au moins c'est honnête. Ah bon, ok. Non, c'est honnête. Sinon, dans la chute, vous-même avez été pour beaucoup. Hein? Non, celui qui ne veut pas reconnaître ça, c'est son problème. Mais ce n'est pas une justification. Ok. Dans le bas venu, je dis sur votre plateau ici que des gens sont organisés pour que lui aussi tombe. Profitant de ses erreurs. Vous connaissez quelqu'un qui peut gérer le pouvoir sans commettre des erreurs? Vous avez déjà vu ça où? Mais les gens rêvent.
Mandela a dit. Mais là-dessus, Mandela a dit. Là-dessus, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des niveaux. Non. Quand vous dites quand vous étiez au pouvoir, on était aussi arrivé à un niveau. Non, je suis en train d'expliquer l'idée que chaque fois qu'un pouvoir est là, des groupes s'organisent pour. Mais vous n'allez pas passer votre vie à cela. Donc moi, ma conviction elle est nette. Je le dis en toute responsabilité. On ne fait pas tomber un pouvoir. Hein. C'est le pouvoir qui se fait tomber. Ça c'est clair. Mais à un moment donné, arrêtez-vous. J'avais dit, notamment en interpellant la classe politique, puisque vous savez, toutes ces stratégies de déstabilisation, de coup d'État, de quoi, les militaires qui entreprennent ça là, ils ont une rationalité. Ils jaugent la température sociale, ils savent très bien que si le peuple organisé n'est pas derrière, ça ne passera pas. Donc je me suis dit, comme il me semblait présenter de bonnes intentions, c'est pas que il est propre, parce qu'il y a quand même un niveau de népotisme qui me choque, mais ça, c'est dans la structure de notre gouvernance depuis les indépendances. Chaque bouquin que tu vois là, quand il a une parcelle de pouvoir, il veut placer son frère, son cousin, sa belle-sœur, sa quoi. Parce qu'on n'a pas encore intégré la conscience de l'État. On n'a pas encore compris ça. Donc moi, ça c'est pas un problème. Il faut revenir à la question du juge. Maintenant, je viens à la question du juge. Dans le discours du président hier, il a conforté ce que je pensais. Que il ne va pas être un boulanger. Vous vous souvenez du boulanger qui balaie et puis il veut dormir. Qu'il a l'intention, en tout cas, le plus rapidement possible, de faire ceci. Donc il nous appartient, en fait, de les accompagner sereinement dans cette dynamique pour le bien du pays. Mais si on se met à côté, on veut tirer, vous savez que la transition a déjà décliné de 3 mois. Puisque je suis dans l'UBA, moi-même c'est dans le discours du ministre que j'ai noté ça, je ne savais pas. Normalement là, le délai courait pour juillet. Juillet 2029, l'accord de la CEDEAO là, on a déjà décliné de 3 mois. Voilà. Ça veut dire quoi? Que si vous avez un autre problème, ça peut être décliné. Donc il faut qu'on arrête ça et qu'on les accompagne. Surtout que la conférence a permis quand même de comprendre que il y a des pays qui ont été dans des situations quasi similaires. Vous savez, c'est 2 problèmes. L'un nourrit l'autre. L'insécurité déstabilise les États en créant des régimes non constitutionnels. Mais l'absence de régime constitutionnel nourrit l'insécurité. Parce que les gouvernants se posent la question de savoir est-ce que nous avons toujours le soutien, est-ce que nous avons toujours la légitimité. Donc moi je pense que le président Ivé, dans ce discours, a quand même indiqué un bon cap. Maintenant, il faut transformer tout ça. Je vois qu'il s'organise. En tout cas, moi je vous dis dans 6 mois, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, c'est probable. La tendance que j'ai vue hier à Bangor ou quoi, tout ça là, si ça se multiplie, je pense quand même que le pays pourra être stabilisé. Il ne s'agit pas de stabiliser à 100%, ça n'existe pas aussi. Voilà, dès qu'on a la possibilité, on retourne à l'ordre constitutionnel, on devient un pays normal, tout marche bien, chacun étant dans son rôle. Mais le ministre a dit quelque chose que je veux souligner. Il a dit que l'élection n'est pas une fin, c'est un moyen. Je suis obligé d'être d'accord avec lui. Il ne s'agit pas d'organiser des élections pour organiser des élections, pour qu'on se retrouve dans les mêmes situations. Je pense en particulier à la fraude, à l'achat de conscience, à la corruption électorale, tout ça. Que des commerçants, des gens qui disent qu'ils ont l'argent, ils mettent. Non, si dès que quelqu'un met son argent dans une dès qu'il prend le pouvoir, c'est pas le problème du peuple qui l'intéresse. Hein.
La première rationalité de ce monsieur, c'est déjà récupérer ce que lui a mis. La deuxième rationalité, c'est récupérer les intérêts. Et donc je suis d'accord, j'espère maintenant qu'ils vont nous convoquer urgemment pour qu'on regarde quels sont les dispositifs que nous allons mettre en place pour ne plus retomber dans ça. Moi, une idée géniale, je l'ai dit à ma conférence. Les partenaires, ils disent non. Déjà, on peut leur dire de nous aider et ils le feront, je suis sûr, à coup sûr, à donner la carte nationale d'identité à tous nos concitoyens. C'est quand même un droit. Mais il y a des Burkinabés qui n'ont pas ces moyens. Ça va coûter au bas mot 3, 4, 5 milliards. C'est fini. Dès que tous les Burkinabés ont la carte d'identité, là, un point important du budget des élections, c'est la production de la carte d'électeur. Vous réglez ce problème. Ils votent à la carte d'identité. Oui, peut-être une réaction rapidement. C'est vrai que vous dites que c'est important qu'on vous appelle et qu'on voit comment est-ce qu'on va aller à ces élections-là. Mais à la réalité, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a le Dieu argent qui impacte fortement. Vous avez cité un certain nombre d'éléments. Mais il y a aussi, même la classe politique, je ne vais pas dire qu'il faut moraliser, mais sur laquelle il faut être très vigilante et très dur avec. Parce que même quand on a fait quelques efforts sur les gadgets, par exemple, c'est le MPP avec les autres qui se sont assis, ils ont trouvé du génie encore à contourner. Vous mettez des textes, la politique trouve le génie de venir contourner. Pourquoi? Pour avoir le même impact qui a été dénoncé. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes les champions. Vous êtes les champions du mauvais exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas le test qui vous contraint. C'est l'objectif qui est le principal et le reste, ça n'est que comment dire cela, ça n'est qu'accessoire. Est-ce que ça, on peut continuer comme ça? Non, on ne doit pas continuer comme ça. Je conviens totalement avec vous. J'avais dit un jour, ça choquait des gens. On ne peut pas faire la démocratie sans des démocrates. C'est difficile quand même. Il y a des gens pour qui la démocratie, c'est un paravent. Mais il y a des gens qui y croient. Mais je vois dans le discours du ministre, du président, qu'il fait ressortir tout cela. N'oubliez pas qu'avant, que le président, dans ses premières interventions publiques, il ressemble, si j'allais me permettre, à une sorte de militant qui soutient la théorie du développement endogène, y compris le Premier ministre. Il pense qu'il faut tout revoir en profondeur, mais bon, ça aussi il faut être prudent. Je suis d'accord. Parce que bon, il n'y a pas, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut cibler 2 ou 3 choses. Demander l'accompagnement surtout de la justice. C'est un peu ça pour limiter tout cela. C'est pour ça que nous on demande de revoir le système électoral pour éviter l'élection du président au suffrage universel direct. Dès que vous réglez ce problème-là, vous réglez ça en partie. Un tout petit peu, je n'ai pas dit intégralement. Mais je comprends la complexité du sujet. Mais il faut qu'on en arrive progressivement à des situations de ce genre. Sinon, on va tourner en rond. Donc je suis d'accord. C'est pour ça que je souhaite que nous, les acteurs politiques, en tout cas nous nous retrouvons. Puisque ce que vous dites là, si on répète la même chose, il ne faut pas se faire d'illusions. Celui qui prend le pouvoir, quelque temps après, il va être balayé. C'est pour ça que j'ai dit à la CEDEAO, je comprends leur idée, mais il y a quelque chose qui dérange. Quand vous dites que vous faites une force anti-coup d'État, non, ce n'est pas anti-coup d'État. Vous créez une force d'alerte et de prévention des mauvaises pratiques en matière de gouvernance et de démocratie. Dès que vous réglez en amont cette question, tout ça, ça ne passe pas dans la tête de quelqu'un. Mais vous savez, c'est trop complexe. Mais si on se met ensemble, je pense qu'on trouvera la bonne formule, parce que moi, j'ai la faiblesse de croire que tous les Burkinabés, y compris les partis politiques, ont un rêve d'avoir un Burkina plus stable, un pays de paix. Un pays de paix, on donne la parole au juge Inoussa Ouedraogo. Merci, on évoquait tout à l'heure les questions de corruption.
Et on sait que la corruption électorale également a le vent en poupe dans notre pays. On a vu de par le passé des rapports après les élections qui ont montré que ça avait atteint des proportions inquiétantes. On sait également que la démocratie va avec la vertu. Or, nous avons très peu, en tout cas de façon empirique, quand on regarde, nos hommes politiques sont pour la plupart du temps moins vertueux. Comment on arrive à régler, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question de la lutte contre la corruption électorale en tant qu'acteur politique? Ah, ben ça, c'est tout le projet du parent. Il me faut des heures pour exposer ça. Déjà, le mode de désignation du président. Si vous ne le soumettez pas au suffrage universel direct, il y a plein de dérives qui vont cesser. Mais ça va être compliqué. Il faut qu'il soit élu par un collège. Par un collège électoral. Donc une élection indirecte en fait. Une élection indirecte. Comment cela se passe en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angola, etc., etc. Déjà, ça vous met à l'abri. Parce que l'enjeu chez nous surtout, c'est l'élection du président. Deuxième élément, vous limitez les pouvoirs du président en mettant en place un parlement qui peut le démettre avant le terme de son mandat. On voit un président qui est là, qui est nonchalant dans le traitement des questions de corruption, qui favorise peut-être son clan, sa famille, c'est quoi? Non. On applique la procédure. D'ailleurs, c'est intégré dans le projet de constitution de la 5e République. Ce projet qui n'a toujours pas vu le jour. On l'avait rédigé de façon consensuelle. Le troisième élément, le système électoral doit éviter qu'un parti politique soit ultra dominant. Ou qu'un parti politique ne soit dominant qu'avec ceux qui lui ressemblent exactement. Parce que c'est ça le problème. La démocratie, un de ses principes, c'est l'équilibre des pouvoirs. Or, depuis 1991, le Parlement et l'exécutif sont confondus. Conséquence, le contrôle n'existe pas. Vous allez voir même dans l'Assemblée est plus défenderesse de l'exécutif que des membres du gouvernement. Le troisième niveau pour régler ça, on a gagné. Il s'agit maintenant de renforcer en moyen, on a une des justices les plus indépendantes. Du moins formellement. J'en parle avec beaucoup de fierté quand même, parce que ça, c'est un travail pour lequel j'ai beaucoup contribué sur la transition. Il faut renforcer ces mécanismes. Prendre les jugements qui traînent. Poser la question, j'en ai discuté avec le procureur, le roi droit, à la rentrée judiciaire. Vous savez qu'il ne manque pas des cas pour transporter les détenus. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelques conséquences, les gens sont là-bas, leurs droits sont brimés. Donc ils sont même obligés souvent de les libérer parce que la loi a prévu des délais. Voilà des choses. Les gens, ils n'ont même pas de téléphone. Les procureurs que vous voyez là, quand il veut appeler quelqu'un, il faut qu'il prenne. Mais tout ça là, il n'y a rien à faire sur le manque de volonté politique. C'est pas l'argent. Si vous résolvez toutes ces questions, quand les élections vont arriver, il faut créer une police anticorruption qui est là. Une police ad hoc. Une police, voilà, qui circonstance. Qui sera fonctionnelle seulement pendant la période électorale. Pour combattre les pratiques de corruption. Parce qu'après, souvent, le problème, quand on arrête les gens, c'est la preuve. On n'a pas vu, on a fait ceci, on a fait cela. Et c'est ce que je vous disais. Comme l'argent circule, si la nuit, moi, je vais voir mon chef du village, je lui donne 5 millions. Il arrose le village. Vous allez savoir comment. C'est pas uniquement sortir dénoncer. Mais il faut mettre des systèmes de fuite. Et il faut faire des procès symboliques. Quand on prend quelqu'un en matière de corruption électorale, là, il faut le juger en flagrant délit. Et la peine, là, c'est 10 ans. Or là, c'est des peines mineures. 10 ans
on le prive de ses droits civiques, là, 5 ans. Si on prend le président que tu es dans des histoires comme ça, 10 ans, vous allez voir. Je n'ai pas dit qu'immédiatement, ça va donner, mais les gens vont commencer. Voilà. En fait, c'est l'arme de la dissuasion qui permet progressivement de régler tout cela, parce qu'après, il y a un autre travail important. Non, de ce point de vue, le parent a des propositions claires. La limitation La limitation des mandats les finances, le plafonnement. Le plafonnement du financement des dépenses. Est-ce que c'est normal que les gens dépensent 10 milliards? Ça, c'est le minimum pour la campagne. On va me dire, mais comment vous évaluez ça? Non, on observe. On observe rationnellement que telle activité a quand même l'argent dû sortir. Donc, c'est des présomptions. On inverse, dans tous les cas, c'est la règle. Dans la loi sur la prévention et la répression de la corruption, là, on vous dit, bon, ça là, nous on pense que vous avez payé, le meeting a coûté 500 millions. Quand même, on a dit de limiter les dépenses. Expliquez-nous comment tout ça s'est passé. Il faut insister et les journées doivent nous aider sur la qualité des programmes. J'ai dit hier que la campagne ne sert à rien dans le pays. C'est une foire d'amusement. Mais c'est bien, ça donne du spectacle artistique, donc moi j'aime bien ça, mes artistes, tout ça. Mais après là, il n'y a rien dans le fond, parce que les gens ne croient pas à ça. Quand vous quittez là, ils vont faire le travail. Comme dit les jeunes, le barrage se fait en arrière-plan. Mais on peut anticiper sur tout ça, si on veut sauver le pays. Sinon, bon, ça va être difficile. Alors, difficile, juge, il nous semble, Est-ce qu'au niveau du parent, il vous est arrivé de prendre dans vos rangs des gens qui ont essayé de corrompre? Ah, je suis oublié d'être honnête. Hein. Il semble qu'à l'élection de, je crois 2015, j'ai vu le rapport du RENLAC. Moi-même, j'étais gêné. Il y avait le nom du parent. Mais bon, on n'a pas le contrôle de tout le monde, mais quand même, c'était à petite échelle. C'est ça. Hein. Voilà, si je veux... Est-ce que vous avez sanctionné chez vous? Je ne suis même pas sûr que ce gars se trouve encore au parent. Vous savez, hein, quand il y a les campagnes, vous savez, ce qu'on appelle les petits partis, vous avez des gens qui viennent comme ça, là. Voilà. Bon, comme on n'a pas l'organisation là-dessus, mais vraiment, c'était quand même mineur. Mais ce n'est pas bon. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je reconnais. Voilà, parce que c'est clair que moi, président, je ne peux pas accepter ce type de pratique. Voilà. Il faut qu'on travaille progressivement à éduquer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en train de dire. Moi, des étudiants, quand j'étais ministre là, il y a des gens qui sont venus me dire, monsieur le ministre, vous savez, arrêtez vos histoires là. Cherchez l'argent. Si vous cherchez l'argent, vous prendrez le pouvoir, vous pourrez mettre en application tout ce que vous dites, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est des jeunes. C'est quoi? Ils constatent. Dans ma famille même, là, c'est la bagarre souvent. On dit non, tu ne veux pas donner ceci. J'ai dit non, moi je ne suis pas dans ces histoires. Donc ça dit que c'est extrêmement dangereux, cette affaire-là. Quand tu ne fais pas, on dit que tu es un idiot. Voilà. Mais ce n'est pas bon. Travaillons à moraliser la vie publique. Je pense que les hommes politiques commencent tous, c'est mon sentiment, à comprendre qu'il faut qu'on essaie de faire la politique autrement. Il faut qu'on commence à faire la politique autrement et en une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, avec la situation sécuritaire que l'on vit, il faut adapter, au sortir de cette crise-là, il faut adapter les processus électoraux, oui ou non? Ah oui, c'est le travail qu'on fait. Hein. Il y a des idées géniales. Voilà, moi je pense vraiment que la CENI, c'est pas... Ça chemine vers l'élection du président au suffrage indirect? Non, c'est parce que moi c'est ma proposition. Vous savez, les gens, tout de suite, bon, ils ne comprennent pas toujours, puisqu'ils sont habitués. Vous savez, l'habitude fait que les gens, quand vous dites, on n'est pas audacieux en Afrique. On aime faire ce qu'on a l'habitude de faire, même si c'est pas bon. Vous savez, quand on va dans l'administration, là, quand je dis, tu dis aux fonctionnaires, c'est comme ça.
et dire non, monsieur le ministre, c'est comme ça qu'on le fait. Mais c'est comme ça que tu fais. Qui a dit que c'est comme ça que ça doit être fait? Donc il faut une interaction de plusieurs acteurs au regard des enjeux et des défis pour qu'on fasse autrement. Parce qu'on a un besoin. Vous savez, je vous dis une anecdote. Pourquoi? 30 secondes. Quand on tirait là, lors du coup d'État, certains connaissent moi, j'entendais les bruits. Ma fille, ma dernière, elle a couru. Ah papa, les policiers. Il tremblait. Elle ne savait même pas que son papa lui-même, il avait peur aussi. Ça l'a traumatisé. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ces formules de régime. Tout ce que moi j'ai fait, c'est parler, développer des cités. Donc je souhaite vivement qu'il y ait la vraie paix, la vraie stabilité, et que les Burkinabés les plus méritants, s'il y a quelqu'un qui mérite mieux que moi, moi je suis prêt à me mettre derrière lui pour l'accompagner. Mais c'est des idées contre des idées. Les idées et restaurer donc les valeurs pour fonder une nouvelle république, les valeurs pour fonder de nouveaux processus électoraux afin qu'on sorte de cette situation. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 5e et la dernière audience de cette semaine qui a parlé des processus électoraux et de la crise sécuritaire en Afrique subsaharienne. Notre convoqué du jour s'appelle Abdoul Karim Sango. Il est président du Parti de la Renaissance nationale Parent. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci de m'avoir invité. Merci au juge Geoffroy Vara. Merci juge Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Aimé Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Quant à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices de Watt FM, attentionnés téléspectateurs et téléspectatrices de Tui TV, merci pour votre fidélité donc et prenez grand soin de vous en attendant une nouvelle semaine de tribunal de l'actualité que vous retrouverez dès la semaine prochaine pour de nouvelles audiences avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.